Si vous avez déjà essayé de réaliser une pâte à pizza 100% Biga à la main, alors vous devez savoir qu'il y a quelques difficultés parfois à obtenir une pâte totalement lisse et sans grumeaux. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique légèrement différente qui permettra de réussir davantage le pétrissage et d'obtenir une pâte à pizza prête rapidement et dans de bonnes conditions. Bien sûr, pour ça, on va utiliser la farine W360 qui sera très bien adaptée à ce travail. C'est parti! Pour faire cette biga à la main, on va changer un petit peu les règles pour faciliter le travail et ne pas se retrouver avec des difficultés à faire la pâte finale. Donc on va hydrater un petit peu plus. En contrepartie, on va mettre un tout petit peu moins de levure et on va laisser fermenter au frigo car c'est aussi plus facile de gérer la température. Donc là j'ai 500 g de farine W360. Je vais y mettre la levure sèche instantanée, donc 3 g, ou bien vous pouvez mettre de la levure fraîche 5 g. On mélange rapidement dans le cas de la levure sèche pour la disperser dans la farine. Ensuite on verse la totalité de l'eau, il y en a 270 ml, 270 g, ce qui correspond à une hydratation de 54%, donc environ 10% de plus qu'une biga classique. Mais vous allez voir que ça a son importance. On commence à mélanger grossièrement dans la cuve jusqu'à avoir une pâte compacte. À la différence donc de la biga classique, où on va chercher surtout à hydrater entièrement la farine mais sans vraiment travailler ou pétrir. Ici on va faire un début de pétrissage, mais relativement léger, dans le but d'avoir quand même un seul bloc de pâte qui pourra ensuite être mis en fermentation. Pour la température de l'eau, je suis parti sur la même température de base que pour une pâte normale à la main, sachant qu'on veut que la fermentation soit dans des bonnes conditions pour démarrer avant d'être mise au frais pour 24 heures. Voilà, ma pâte est bien sèche. Je vais terminer à la main. On va voir comment faire, c'est assez simple. Ici, on a bien sûr la totalité de la farine qui sera utilisée pour la recette et une partie de l'eau. 54%. Le total de la recette en hydratation est à 70%. Donc pour réaliser la biga sans trop travailler la pâte, sans trop pétrir, on va préférer compresser comme ça la pâte entre ses mains afin d'hydrater correctement la farine. Ça prend un petit peu de temps, mais ça reste assez rapide à faire. On va continuer comme ça jusqu'à l'absorption totale de cette farine sèche et jusqu'à ce que la pâte présente une apparence homogène. À la main, compter entre 6 et 10 minutes pour arriver à ce résultat. Objectivement, c'est un peu plus de travail que pour la biga classique où on va juste former grossièrement la pâte et après on la laisse directement au repos. Mais l'avantage de cette technique à la main, c'est que vous aurez moins de mal ensuite à dissoudre et à créer la pâte finale car vous n'aurez pas donc une multitude de petits morceaux de pâte qui sont relativement durs et sans batteur ou sans pétrin et la force mécanique qui les accompagne, c'est beaucoup plus dur de faire une pâte et on a des chances d'avoir des grumeaux dans le résultat final, ce qui est vraiment pas très désirable. Voilà, on a terminé. Là, on a une pâte qui est sèche, mais en tout cas qui ne présente pas de farine à la surface et l'ensemble est intégré correctement. On peut mettre cette pâte dans un récipient adapté. On ferme. On va la laisser comme ça démarrer la fermentation à température ambiante pendant 1 à 2 heures et ensuite on pourra la bloquer au frigo ou la ralentir au frigo pour minimum 20 heures, 24 heures préférablement. Le timing idéal, c'est par exemple si vous voulez manger le midi, eh bien vous commencez cette biga vers 8h, 9h le matin et le lendemain, vous pourrez faire la pâte finale également vers 8, 9h et les pâterons seront prêts vers midi, 13h. On se retrouve demain et je vous montrerai le résultat et ce qu'il faut attendre d'une bonne fermentation pour la biga. Le deuxième jour, je vous conseille de sortir la biga du frigo une petite heure avant, qu'elle soit un peu moins froide et ça facilitera le travail.
Une des meilleures façons de reconnaître la bonne fermentation de la biga, c'est tout simplement l'odeur. Ça s'apparente un petit peu à l'odeur de la bière, mais en moins fort. Si c'est plus acide, un petit peu piquant, c'est qu'elle est trop fermentée. À l'inverse, si les odeurs sont relativement neutres, bah, c'est elle n'est pas assez fermentée. Au niveau des ingrédients nécessaires pour la deuxième phase, c'est assez simple. Il faudra du malt, qu'on peut remplacer par du sucre ou du miel préférablement, du sel et de l'eau pour porter l'hydratation finale à 70%. La température, on part toujours sur la même température de base de 70 degrés, sachant bien sûr que la biga est froide, donc il faut prendre ça en compte. Allez, faisons la pâte, ça va être encore une petite session de musculation des mains. On va transférer la biga dans un contenant plus grand pour être à l'aise pour travailler. Donc je mets ça dans mon bac. On va verser tout de suite le malt dessus. Et on commence avec l'eau. Petit à petit, on ne va pas mettre tout d'un coup. Il faut vraiment l'intégrer de façon progressive. Donc on va mettre un petit filet. Voilà. Et on va commencer à pétrir. Enfin, c'est surtout pour l'instant bien faire pénétrer l'eau. Toujours avec la même technique qu'on a utilisée pour créer la biga. C'est-à-dire, en gros, presser comme ceci l'eau dans la pâte. Je vous préviens, c'est un petit peu fastidieux, un petit peu long, mais en tout cas, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant comme technique à la main. Sinon, il faudrait vraiment un batteur efficace pour bien intégrer la biga pour bien intégrer l'eau, pardon, dans une biga classique. Quand on a intégré la moitié de l'eau qui restait, on peut prendre le sel et le verser dans le restant de l'eau. On fait en sorte de le dissoudre. On pourra ensuite intégrer ce reste d'eau directement dans la pâte sans se soucier que le sel se dissolve correctement. D'ailleurs, moi, je vais pouvoir en rajouter une petite partie. Voilà. Là, déjà, c'est beaucoup moins fatigant de presser la pâte. Donc, on arrive à un stade où on va bientôt pouvoir terminer le pétrissage de façon un peu plus conventionnelle. Voilà, je récupère bien le reste d'humidité dans le bol et je vais sortir la pâte. À partir de là, on reprend la méthode que je montre le plus souvent sur la chaîne, à savoir ce pétrissage très simple. Écraser avec la paume de la main pour tirer un peu la pâte, solliciter le développement du gluten et replier sur la pâte sur elle-même. Changer l'orientation de 90 degrés et recommencer. Et là déjà on voit que malgré une très forte humidité, on a vraiment une pâte qui ne colle pas à la main. Donc ça c'est un des avantages de cette farine W360 qui permet vraiment d'intégrer pas mal d'eau sans trop de difficultés. En tout cas c'est idéal pour une biga et d'autant plus avec une pâte finale hydratée à 70%. Donc là, on pétrit juste ce qu'il faut pour que la pâte soit sèche en apparence et non collante à la main. On va pas spécialement la bouler plus que ça. On la laisse tranquille, on la couvre et on laisse un temps de repos au pizzaiolo et à la pâte de 30 minutes. Et voilà, une demi-heure est passée, on va pouvoir faire les pâtons. Il y a vraiment une bonne odeur de fermentation qui se dégage de la pâte. Comme la pâte risque d'être un petit peu collante, je vous conseille de mettre un tout petit peu d'huile sur la balance ainsi que sur vos mains. Ça permettra de faciliter la réalisation des pâtons. Là, on va pouvoir directement portionner la pâte. Si vous avez un seul pâton, bah, du coup, il n'y a pas besoin. Sinon, moi, je considère qu'il est intéressant avec la biga d'avoir un petit peu de développement dans les bords, du coup, pour profiter de justement de cette biga. Donc je suggère de faire des pâtons à 280 grammes. Et pour réaliser les pâtons, très très simple, on prend la pâte et on la laisse simplement glisser le long des doigts comme ça. Et surtout, on ne va pas donner trop de tension à la pâte puisqu'on veut pouvoir les faire d'ici
2 heures minimum. Donc là, dès qu'on a retrouvé un aspect lisse en surface, on va tout de suite fermer le pâton, donc en pinçant en dessous. On s'assure bien donc que c'est clos. Et on peut mettre directement dans un bac pour la pousse finale ou bien sur le plan de travail directement, mais il faudra couvrir bien évidemment. Donc là, ça fait 2h30 que les pâtons reposent, même presque 3 heures. Donc vous voyez qu'ils ont bien eu le temps de se développer et qu'avec cette méthode et quand on ajoute un petit peu de malt ou parfois de la levure aussi, ça permet d'avoir des pâtons prêts relativement rapidement quand même. Donc on va en extraire un et cuire, et ce qui nous intéresse surtout, ce sera le résultat final. Donc va falloir être délicat parce que la pâte va s'ouvrir vraiment très rapidement. Je vais juste leur donner une forme ronde. Pour observer les effets positifs de la biga sur la pâte, on va étaler en laissant vraiment un rebord. Et pour terminer, on va la prendre sur les mains et y aller tranquillement pour étaler le reste du disque. Voilà, faites pas trop grand parce qu'on va terminer bien sûr sur la pelle. On va pouvoir garnir rapidement. Au passage, j'en profite pour vous montrer la pelle que j'ai achetée récemment. Donc c'est un modèle Amazon, pas très cher. Et pour l'instant, elle se comporte plutôt bien. Elle permet d'enfourner et de mettre sur pelle facilement. Et on enlève aussi l'excédent de farine à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti en cuisson. Donc faut régler à 450 en voûte, pardon. 450 en voûte et 375 en sol pour 2 petites minutes de cuisson. Allez hop, fin de cuisson pour celle-là. Donc là on voit bien le développement de la croûte, du cornichon, qui est vraiment bien volumineux, assez régulier. On a du craquant, de la légèreté. On va laisser ça refroidir 30 secondes et après on va couper pour regarder l'intérieur de la pâte. Voilà ce qu'on cherche à avoir comme résultat quand on utilise une biga en général. C'est un des intérêts majeurs de cette technique, de pouvoir avoir un beau développement de pâte. Ici on a un bord qui est bien développé mais qui a conservé son moelleux. Donc on finit de couper la part. Je goûte pour vérifier quand même la différence avec une pâte directe. Ce qu'on obtient, c'est une pâte très fondante qui ne demande pas à être mâchée avant de pouvoir être avalée. C'est intéressant parce que quand on fait une pizza avec un rebord assez prononcé, on préfère avoir une texture de pâte qui fond dans la bouche plutôt que d'avoir à mâcher. C'est pas forcément les faire chercher. Donc ici, on va vérifier ça. Suite à ce petit problème technique, on va pouvoir faire la conclusion ensemble directement. Pour récapituler, l'intérêt d'utiliser une biga plus hydratée, c'est tout simplement de pouvoir la pétrir à la main correctement sans avoir de grumeaux. Et pourquoi utiliser une biga 100%? Eh bien, simplement parce que grâce à ça, vous avez une pâte à pizza qui va avoir les bénéfices d'une fermentation relativement longue, du fait de la fermentation qu'on laisse à la biga. Mais vous aurez aussi le deuxième avantage, tout simplement de pouvoir avoir une pâte finale qui sera prête rapidement si vous ajoutez un petit peu de levure ou du malt, comme je l'ai fait dans la vidéo. Ce qui permet donc d'avoir la plupart des avantages sans les inconvénients qui vont avec les longues fermentations
et les temps d'attente nécessaires, principalement au niveau des pâtons qui, eux, seront prêts beaucoup plus rapidement avec une hydratation élevée et l'utilisation d'une biga 100%. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris quelque chose. Bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Et comme toujours, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous entraîner. Il n'y a que ça qui donnera les résultats que vous cherchez à obtenir. Ciao!